Bonsoir, c'est l'heure de notre rendez-vous sur Europe 1, l'heure où l'on peut enfin prendre le temps de se poser, de penser à soi et aux autres. Cette émission, c'est vous qui la faites vivre en partageant avec nous des instantanés de votre vie. Vous le savez, il n'y a pas de thème imposé, vous seuls en composez le programme chaque soir en appelant le 3921. Et si vous vous retrouvez dans une histoire, vous pouvez vous joindre à nous en composant ce même numéro. Vous pourrez ainsi parler en direct avec un auditeur ou une auditrice. Vous pouvez également nous faire part de toutes vos réflexions par courriel sur le site europe1.fr ou en envoyant un texto au 7 21 21 code nuit. Vous serez accueillis au standard par Quentin et Assiba, sous l'œil attentif d'Emmanuel Brondeau qui réalise cette émission. 39-21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Marie-Christine. Oui, bonsoir Caroline, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, vous voulez nous parler un petit peu des problèmes que vous rencontrez avec les parents de votre compagnon. Oui, tout à fait. Donc, je vais vous raconter un petit peu tout ça. C'est une personne que j'ai rencontrée il y a environ 6 mois par le biais d'Internet, donc sur un site de messagerie, de rencontre plutôt. Et donc, on a conversé 2 mois comme ça, donc un dialogue très sympathique. Et puis, c'est vrai que on s'est un petit peu accrochés l'un et l'autre, quoi. Et puis, on a décidé un jour de se rencontrer. Donc, cette rencontre s'est faite vers chez lui. Et une chose qui m'avait très étonnée à l'époque, c'est que en fait, il habite toujours chez ses parents. Hein, il a 48 ans. Oui. Alors, mais ça s'est passé. Et vous en avez pas parlé lors de vos échanges sur Internet? Si. Ah bon? Si, il m'en avait parlé à un moment parce que sur sa fiche, il n'avait pas noté comment il vivait. Donc, je lui ai posé la question et il me dit, je vis avec mes parents. Et il vit aussi avec son frère. Bon, son frère est un peu handicapé. Donc voilà pourquoi. Et pourquoi est-ce qu'il vit chez ses parents? Parce que tout simplement, lorsqu'il a occupé un travail dans la commune où il travaille, eh bien l'appartement était tellement grand qu'il a demandé à ses parents de venir l'habiter avec lui. Voilà, tout simplement. Et bon, ça m'a vraiment très très étonnée, mais bon, j'ai dit après tout pourquoi pas. Et je suis allée le rencontrer chez lui, chez ses parents donc, et l'accueil a été vraiment très chaleureux. Voilà, donc en plus ça tombait pendant le jour où j'avais mon anniversaire, donc j'ai même reçu un cadeau de la part de ses parents. Ah, la première rencontre, ses parents étaient présents? Oui, tout à fait, oui. Ah oui. Oui, ils m'attendaient même sur le pas de la porte. Ouh là là, oui. Oui. C'est un peu particulier, hein, quand même. Oui, tout à fait. Franchement, moi, j'ai eu l'impression que j'étais un petit peu la 8e merveille du monde qu'on attendait sur le pas de la porte, quoi. Ils étaient en randonnion avec le frère, et donc lui, il était venu me chercher à la gare, et voilà, donc j'ai rencontré les parents. Bon, la rencontre s'est très très bien passée. Oui. Et puis 15 jours, donc je suis restée 4 jours chez eux. Donc il m'avait prêté sa chambre et lui-même, bon, il dormait sur un canapé en bas, dans la salle à manger. Oui. Et puis 15 jours après, son père a dû rentrer à l'hôpital et le sentant un petit peu désemparé, j'ai décidé de remonter le voir. Oui. Et là, l'accueil a tout à fait changé. Pourtant la mère était d'accord pour que je vienne, hein, parce que bon, je lui avais demandé si les parents étaient d'accord, donc les parents étaient d'accord. Et lorsque je suis arrivée, j'ai senti comme un malaise, comme un froid, mais bon, je me suis dit, tiens, c'est peut-être parce que le père est à l'hôpital. Mais quand est arrivé le lundi, eh bien, la mère m'a dit à demi-mot que maintenant il fallait que je parte, quoi, que ma présence n'était pas souhaitée. Et puis, je crois que c'était 15 jours après, il devait y avoir une fête de famille, c'est-à-dire que le mari de sa sœur devait fêter les 50 ans, et la mère m'a sorti comme ça, c'est une fête familiale. Donc, j'ai très bien compris que ma présence n'était pas souhaitée,
de toute façon, bon, à ce moment-là, ce dimanche-là, je travaillais, mais j'ai vraiment senti un très très gros froid, quoi. Oui. Ça m'a glacé. Et puis depuis ce jour-là, eh bien, mon ami est vraiment en très 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 grande en très grand froid avec ses parents. C'est-à-dire ses parents ne lui parlent plus, quasiment plus. Le père lui fait la tête. Lui, il comprend pas du tout. Il voudrait avoir des réponses à ses questions, mais quelles questions? Ben pourquoi ils agissent comme ça vis-à-vis de moi, puisque bon, je veux dire, je me suis bien comportée entre guillemets. Je veux dire, je ne sais pas. Les gens m'ont appréciée autour de moi. Et moi-même, je comprends pas. Mais bon, je pense avoir trouvé quand même quelques réponses à mes questions. Mais la chose, c'est que mon ami et moi, c'est vrai qu'on aimerait se mettre en couple. Alors déjà, premièrement, il y a la distance qui nous sépare, puisque nous avons quand même 400 kilomètres qui nous séparent. Hein. Nous ne sommes pas de la même région du tout. Oui. Bon, lui, il est alsacien. Et les parents, ce sont des purs alsaciens. C'est-à-dire que la maman, elle parle plus l'alsacien que le français, vous voyez. Oui. Vraiment la vieille génération. Hein. Mais bon, c'est pas très très important pour moi. Mais en fait, moi, je me pose beaucoup de questions parce que mon ami a vécu pendant 7 ans avec une jeune femme et un jour, il a surpris son ami avec un autre homme dans le lit. Donc du coup, il est parti du jour au lendemain. Donc il a rompu cette relation. Et auparavant, avant de me connaître, toujours par un site internet, il avait rencontré une jeune femme. Et cette jeune femme, les parents ne l'avaient pas du tout appréciée. Et puis bon, même un jour, il avait invité ses parents, donc puisqu'elle était serveuse dans un restaurant, pour l'anniversaire donc de sa mère. Et là, la jeune femme a présenté à mon ami, donc son nouvel ami, vous voyez. Donc il est resté un petit peu, ça lui a fait très très mal et les parents l'ont très mal pris, bien entendu. Voilà, donc après il a rompu avec cette jeune femme et puis 3 mois après, donc il m'a connue moi. Et moi, en fait... oui, mais enfin, vous voyez, 3 mois après, ça se passe très mal entre les parents et cette jeune femme, et 3 mois après, il vous rencontre, oui. Et il remet ça, c'est-à-dire que la première rencontre qu'il a avec vous, c'est en présence de ses parents. Donc on dirait qu'il retient rien de l'histoire. Il est quand même très dépendant de ses parents. Oui, c'est quand même très particulier pour une première rencontre, alors qu'il a 48 ans, de vous recevoir, de vous rencontrer en présence de ses parents. C'est plus un adolescent, normalement. Oui, or, il se moi j'ai été très surprise. Enfin, un adolescent même d'ailleurs le ferait plutôt en cachette de ses parents. Or lui, il y a quelque chose qui ne va pas là. Ben justement, moi j'étais très étonnée parce que bon, il gagne sa vie, hein, et il peut très bien avoir un appartement, mais bon, c'est le fait de s'être retrouvé seul dans cet appartement. Mais oui, mais Marie-Christine, la raison qu'il invoque, l'appartement est très grand, alors du coup je fais venir mes parents, là aussi c'est très particulier. Ah oui, mais moi j'étais très étonnée. Il avait qu'à prendre un appartement à la limite plus petit s'il se sentait mal dans un grand appartement. Non, c'est un logement de fonction. En fait. Oui, après tout. Je sais pas, mais voyez, il peut pas être seul cet homme. Et qui fait venir ses parents, à 48 ans, c'est quand même problématique. Bon, ça fait 10 ans qu'il travaille dans cette commune et 10 ans qu'il vit avec ses parents. Bah oui. Il a vécu en fait que 7 ans tout seul avec cette jeune femme, puisqu'auparavant il a toujours vécu avec son frère et ses parents. Et c'est vrai que je lui ai posé la question, mais pourquoi t'as fait venir tes parents? Cet appartement était trop grand pour toi. Peut-être qu'un jour ou l'autre, t'allais rencontrer quelqu'un. Exactement. Cet appartement, tu l'aurais occupé avec une jeune avoir femme. Des enfants, avoir... voilà, c'est ça. Et son réflexe, c'était de faire venir ses parents. Ben oui, quand même un petit garçon. Et maintenant, il se sent vraiment très, très embêté parce que il voudrait changer, donc il voudrait quitter son emploi pour venir me rejoindre ici chez moi. Et moi, je veux pas habiter là où il habite parce que
C'est vraiment un tout petit village et c'est loin de tout. Et puis, disons, l'Alsace, c'est quand même un petit peu particulier. Non, et puis vu les relations avec la famille, mais va-t-il supporter l'éloignement, lui, hein? Et justement, mais lui, il est persuadé qu'il peut recommencer sa vie à zéro. Là, déjà, maintenant, il me parle de mariage. Ouais. Il veut absolument se mettre avec moi. Et c'est vrai que tout ça, ça m'angoisse. Et ça, oui, mais je comprends. Ça me génère de l'angoisse jour après jour. Je comprends. Parce que, il y a de quoi? Moi, voilà, ça fait 3 ans et demi que je suis divorcée, donc j'ai vraiment eu beaucoup de mal à surmonter ce divorce, et encore à l'heure actuelle, je suis tombée en dépression, et là, je me remettais sur les rails, et c'est vrai que je suis tombée amoureuse de lui, puisque nous partageons les mêmes activités, enfin une certaine activité ensemble, et voilà pourquoi ça nous a rapprochés, et puis aussi cette sensibilité. Est-ce que vous avez passé des moments seuls? Est-ce que vous avez eu des moments d'intimité? Est-ce que vous avez une relation amoureuse? Oui, tout à fait. Parce que là, il y a à peu près 15 jours, nous sommes allés à un mariage, donc un mariage de famille, et les parents n'ont absolument pas voulu que je vienne dormir sous leur toit. Donc, mon ami et moi, on a pris une caravane dans une location, donc dans un camping. Voilà. Mais depuis, les relations parents et fils sont lamentables. Mais est-ce qu'il va le supporter dans la durée? Là, il supporte plus. Hein. Il est allé voir le maire pour qu'il fasse quelque chose, c'est-à-dire que de changer de travail, etc. Oui, mais est-ce qu'il va supporter d'être en conflit avec ses parents longtemps? Non, il m'a dit qu'un jour ou l'autre, ça allait péter, parce que ses parents veulent absolument pas discuter. Donc, sa sœur, qui habite dans le Nord, est au courant et elle va passer samedi, parce qu'elle est partie en vacances dans le sud de la France, pour essayer de voir un petit peu, essayer de dialoguer avec les parents. Mais ce que je veux dire, Marie-Christine, c'est que à moyen et long terme, est-ce qu'il ne va pas vous reprocher d'être l'objet de discorde entre lui et ses parents? Est-ce qu'il va pas vous en vouloir? Je ne sais pas. Parce que là, finalement, est-ce qu'il la présence de ses parents lui pesait, le fait qu'il se sentait un peu étouffé? Oui. Bon, alors que c'est lui qui les a fait venir, mais parce qu'il est dans un lien de dépendance très fort, vis-à-vis d'eux, c'est pas anodin. Bon, il a vécu certes 7 ans avec une jeune femme, mais sinon, auparavant, il avait toujours vécu avec ses parents, et puis dès qu'il se sépare de cette jeune femme, il repart vivre avec eux. Bon, donc là, est-ce qu'il vous utilise pas un peu pour, au fond, créer une séparation avec ses parents, mais dans quelque temps, ne risque-t-il pas de vous le reprocher parce qu'il risque d'en souffrir, d'être en rupture avec ses parents? Peut-être. Est-ce qu'il va le supporter? C'est la question qu'on peut se poser. Lui, il habite dans un petit village, il est habitué à travailler à l'extérieur, d'avoir la nature autour de lui. Bon, moi j'habite une petite ville, je veux dire, on entend le bruit des voitures, on entend, ça bouge, quoi. Je suis pas vraiment à la campagne, mais moi je peux pas supporter la vie là-bas. Et lui, il est déjà venu ici, mais il a passé que quelques jours, vous voyez. Il a quitté déjà son village? Il a quitté son village. Il habitait dans un appartement dans une ville en Alsace. Oui. Voilà, mais après, par la suite, 10 ans après, en fait, ça fait 10 ans qu'il travaille dans ce petit village-là. Et c'est vrai qu'il connaît tout le monde, les habitudes de tout le monde qui se dit bonjour. Et moi, je culpabilise beaucoup de le faire quitter cette place-là, parce que bon, il est fonctionnaire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va retrouver ici. C'est pas vous, Marie-Christine, c'est pas vous qui lui faites quitter. Vous lui avez pas dit quitte cet emploi. C'est lui qui s'emballe là, et qui est prêt à quitter. Oui, tout à fait. Je trouve qu'il va vite. Ah oui, mais moi aussi. Et je crains après qu'il vous le reproche. Peut-être, je ne sais pas. Mais moi, je sais vraiment pas quoi faire dans tout ça. Parce que bon, c'est vrai qu'on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce qu'elle ne monte pas? Alors effectivement... Ah non, moi j'ai jamais pensé ça. Non, mais bon, peut-être que les gens là-bas, dans son village ou ailleurs, diraient, oui, pourquoi elle... Ils vont vous mener une vie infernale, ses parents. Ah oui, tout à fait, oui. Là, j'en suis sûre.
Bon, par exemple, il m'a dit une chose qui moi m'a beaucoup étonnée, c'est les parents ils rentrent et ils sortent comme ils veulent dans la chambre, et le matin quand ils quittent donc la maison, il fait pas son lit. Donc c'est les parents qui font le lit de leur fils. J'ai dit oh là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'en fait l'atelier où il travaille, où il va chercher ses outils pour son travail, se trouve dans l'appartement de fonction. Donc il est toujours en contact avec ses parents, si vous voyez. Mais moi je suis sûre sa mère doit lui laver son linge et tout, hein. Ah mais bien sûr. Ah mais sa mère lui lave son linge, sa mère lui repasse son linge, sa mère lui fait à manger, tout. Ah oui. Pourtant bon. Mais Marie-Christine, vous allez prendre le relais. Oui. Excusez-moi d'être un peu abrupte, mais ça va être ça, hein. Bon, il a un CAP de boucher. Bon, il sait très bien faire la cuisine. Hein. Il sait faire. Mais c'est vrai qu'il ne s'est jamais retrouvé seul à gérer. Bah non, vous voyez bien, maman lui fait le lit le matin. Oui, c'est ça. Il a 48 ans, hein. Oui, mais... Marie-Christine, moi, ce que j'essaye au-delà de ça, vous voyez, là, vous me parlez de l'installation et tout ça, j'essaye de vous faire réfléchir un peu sur la personnalité de cet homme. Oui. Il a 48 ans, mais pas dans sa tête. Il est très immature. Ouais. Dans quoi vous vous embarquez pour ne pas être seul? Vous me dites vous-même que vous venez de traverser des moments difficiles, vous sortez d'une dépression, donc vous avez besoin de vous occuper de vous, de vous remettre. Là, vous avez besoin déjà de vous occuper de vous. Vous auriez peut-être besoin justement de quelqu'un de solide à vos côtés, de quelqu'un peut-être un peu protecteur, rassurant. Cet homme. Il est habitué à ce que l'on s'occupe de lui. Oui, mais il me dit qu'il peut très bien se débrouiller tout seul. Et justement, je pense que c'est moi le prétexte qui aujourd'hui le fait quitter le cocon familial. C'est ce qui m'ennuie. Voilà. Mais disons qu'il peut, comme c'est lui qui est locataire de cet appartement, le jour où il va partir, et il est très décidé à partir, donc pour lui c'est aussi un cas de confiance parce qu'il va être obligé de mettre ses parents dehors. Mais bon, le maire va leur proposer d'habiter un autre appartement qui se trouve vers la mairie de ce petit village-là. Mais moi, je me sens vraiment très mal à l'aise dans toute cette histoire-là, quoi. Mais je comprends. Parce que bon, je sais que la mère... On vous attendait la première fois comme le Messie. Ah oui, tout à fait. C'était pas un homme qui vous attendait, c'était une famille. C'est enfin, on va caser le garçon. Enfin, ça donnait un peu ça, quoi. Hein. On vous fait des cadeaux, on vous connaît pas. Ça y est, on va enfin caser le petit. Non, mais c'était enfin, il y a, voilà. Hein, bon. Puis après, revirement de situation. Bon, on sait pas très bien pourquoi. Changement. Voilà, hein. Y a pas, je crois que c'est pas lié à votre personnalité, c'est en fait ils ont pas vraiment envie, je crois que de le laisser partir. Enfin, non, certainement sa mère s'en occupe encore comme si c'était son petit garçon. Donc et puis lui, bah oui, il y a des moments, il y trouve bien son compte dans cette histoire, d'être totalement pris en charge. Et puis, il y a des moments où, évidemment, il étouffe. Il aimerait bien un peu vivre sa vie, évidemment, avoir une vie amoureuse, avoir une vie sexuelle. Alors bon, il est amoureux de vous, ça, il est certainement sincère. Mais comme vous dites que vous êtes un peu comme un prétexte à finalement envoyer paître ses parents comme le ferait un adolescent. Puis alors là, ça y est, hein, c'est allez le travail, on quitte tout. Mais moi, je crains que cet homme, qui quand même paraît très fragile, eh bien, dans quelques mois, ne supporte pas d'être séparé de sa mère et vous le fasse payer et vous en veuille au fond. C'est-à-dire que voilà, il y a à peu près 3 semaines, il m'a emmené donc dans sa famille, dans la famille de sa sœur qui habite dans le Nord. C'est toujours la famille. Oui. Bon, il voulait que je connaisse sa sœur. Bon, j'ai connu la sœur, la famille. Oui. Donc il a appelé ses parents quand même pour lui dire
qu'on était bien arrivé. Donc le père a pris le téléphone. Bon, c'est le père qui a répondu et le père il lui a répondu j'en ai rien à foutre. Et ça l'a beaucoup touché. Oui. Et puis après, c'est la sœur à un moment qui a téléphoné. Et puis elle lui a dit écoute, je te passe ton fils quoi. Et quand il a entendu la voix de mon ami, il a raccroché. Donc il est comme il était renié maintenant. Son père ne veut plus lui parler. Mais parce qu'ils vont lui faire une sorte de chantage. Voilà, c'est ça. C'est en gros c'est elle ou c'est nous. Voilà, tout à fait. Et je crains que fragile comme il est, il ne supporte pas ça. Disons que là, ça durera un temps à mon avis. Il m'a dit j'ai un sac qui est prêt, donc un sac de vêtements qui est prêt. Si vraiment j'en peux plus, il est allé voir le maire. Bon, c'est vrai qu'il a des amis dans le village à qui il peut se confier. Comme il a un travail assez solitaire, il rencontre très peu de monde. Il a dit un jour ça va péter et puis. Mais il règle rien. Bon, enfin, on a beaucoup parlé de lui, Marie-Christine. Vous voyez, ça va péter, voilà, et c'est comme, je vous dis, comme un adolescent qui allait, il va faire sa fugue, quoi. Il va partir à 48 ans. Je dis merde à mes parents. Excusez-moi, c'est ça. Mais vous voyez, bon, il est bon. Et vous là-dedans, dans l'histoire. Bon, Marie-Christine, j'ai envie de dire assez parlé de lui. Vous, dans cette histoire, êtes-vous prête à porter un homme finalement très fragile? Non, vous sentez-vous suffisamment forte pour porter un peu à bout de bras quelqu'un d'assez fragile? C'est ça finalement. Non, parce que moi-même je suis fragile et depuis que je le connais, j'ai des angoisses qui sont revenues en fait. Voilà, et ça me travaille beaucoup et ça me... Des angoisses de quelle sorte? De l'avenir, je sais vraiment pas comment que cette histoire va se terminer. En plus, quand je me suis mise sur ce site-là, c'était pas du tout pour rencontrer un homme, c'était pour dialoguer avec des femmes qui étaient dans la même situation que moi. D'accord. Et en plus, je me suis aperçue que pour dialoguer avec des femmes, il fallait payer. Donc c'était payant le site. Ah bon? Et ouais. Pour dialoguer entre femmes, il faut payer. Oui, sur ce site-là, parce que moi je connais pas du tout les sites. On m'avait proposé ce site-là. Bon, c'était. Et entre hommes et femmes, non. Non, oui, c'était gratuit. Par contre, les hommes, c'était payant pour dialoguer avec une femme. Donc, par amusement, je me suis mise un petit peu à regarder les profils. Et puis il y a une personne là qui m'a intéressée. Et c'est important, ça, parce qu'au départ, c'était pas votre intention première. C'était plutôt de partager un peu un vécu, de pouvoir échanger justement avec d'autres femmes, de trouver un réconfort au fond, de trouver un soutien. Oui, tout à fait. Et cette personne, j'ai lu le profil. C'est vrai que nous avons une activité presque commune. Donc on a dialogué à partir de ça. Et puis voilà. Et puis c'est vrai, je m'étais toujours dit qu'un jour ou l'autre, je resterais pas seule. Mais c'était ça pas va dans trop vite, quoi. Ça va trop vite. Voilà, là, on voit. Pour moi, ça va beaucoup trop vite. Là, tout de suite, c'est mariage, c'est tout. Enfin, c'est ça va trop vite. Oui, parce qu'il me dit dans 2 mois, on sera ensemble. Oui, il va trop vite. Je panique complètement et c'est vrai que psychologiquement, ça me touche beaucoup, quoi. Et je crois qu'il faut lui dire, très clairement, dire qu'on réagit pas comme ça, on n'agit pas aussi vite et sur un coup de tête, que vous avez besoin de temps, que tout ça finalement va trop vite, que ça vous angoisse, que au fond vous connaissez encore peu, même si vous avez des points communs, et que sur le moment il peut avoir le sentiment d'être soulagé, libéré avec son sac là qui est prêt et le fait qu'il dise ça y est, il m'embête pour ne pas dire plus, je vais les planter là et puis je vais tout quitter et tout partir. Mais lui dire, Marie-Christine, que les choses sont certainement pas aussi simples que ça et que dans la mesure où il a toujours vécu très longtemps en tout cas dans ce village où il connaît tout le monde, dans sa région, que quand même il est très attaché à ses parents au fond, une séparation comme ça aussi brutale peut beaucoup le fragiliser et qu'il faut quand même qu'il réfléchisse un peu à ça.
Parce que sinon, ça risque aussi de fragiliser votre relation. Alors, soit il entend et il se fait un peu aider, lui. Il réfléchit là-dessus, il travaille, il élabore un peu ça. Soit il n'entend pas et voyez. Mais attention de ne pas servir de prétexte à l'aider à fuir ses parents et après finalement que ce soit vous qui en payez les pots cassés. Alors je reçois des messages là pour conclure au 7 21 21, quelqu'un qui me dit mais que viennent faire les parents dans une histoire entre adultes? Un autre message qui dit je pense que cet homme n'a pas grandi entièrement, il ne pourra pas se détacher de ses parents, attention que vous ne l'aidiez pas à grandir et puis que assez coco qu'une autre femme n'en profite pas après vous. C'est possible. Matt, carrément, lui, il est catégorique, il dit, vous faites fausse route, fuyez cet homme. Eric de Montpellier, qui dit, je pense que les parents de cet homme ont de gros a priori négatifs par rapport au site de rencontre du net. Oui, tout à fait, oui. C'est possible, et je pense que cet homme, il trouve son compte, il ne peut pas s'assumer seul. Et puis, Liviu qui dit, sauvez-vous en courant. Bon. D'accord, bon, c'est vrai. Parce que moi, je lui avais proposé, dans un premier temps, de prendre un appartement, lui tout seul. Voilà, dans un premier temps, de se séparer de ses parents. Bah et puis oui. voir... Ça serait une bonne solution, vous avez raison. Oui, c'est vrai qu'il avait commencé à chercher. Et puis bon, ses parents lui ont coupé Internet, donc du coup, Oh là là. voilà. Vous voyez comme on fait à des adolescents. Tout à fait. Hein oui, mais c'est vrai, vous avez raison, Marie-Christine. C'est-à-dire que ça montrerait sa capacité à s'assumer, à vivre seul. Or, vous voyez bien que quand il s'est retrouvé seul dans un appartement, qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? Faire venir ses parents. Et effectivement, ses parents le prennent totalement en charge. Donc, ce qui va se passer, on peut supposer que si vous viviez ensemble, eh bien, il vous demandera à vous de le prendre en charge. Alors après tout, c'est pour ça que je vous posais la question. Si vous vous sentiez prête, il y a des femmes qui adorent ça, materner un homme à tous les sens du terme. Oui. Bon, je vous posais la question. Si vous vous sentez prête à cela, vous avez trouvé l'homme qu'il vous faut. Mais si c'est pas le cas, il va vous demander d'être une mère de substitution. Ça, c'est évident. Je me sens pas capable parce que. Bon, mais c'est tout à fait votre droit et c'est respectable. Ouais. Oui. Donc attention, parce qu'avec le profil que vous décrivez, c'est pas quelqu'un qui se prend en charge. Voilà, donc ça mérite d'y réfléchir, Marie-Christine. Mais disons que ce qu'il reproche à ses parents, c'est que il a beaucoup fait pour eux. C'est vrai que quand le parent était malade, c'est lui qui emmenait les parents à l'hôpital, etc., etc. Et puis maintenant, ses parents ne se préoccupent plus du tout de lui. Oui, mais vous voyez qu'il commence déjà à être dans la récrimination, être dans la plainte. Après tout ce que j'ai fait pour eux, voilà, maintenant ils me délaissent. Bon, et ça, si vous vivez avec lui, mais vous allez l'entendre et ça va être de plus en plus. C'est ce que je vous dis, Marie-Christine. Il ne va pas le supporter, la séparation avec eux. Il est en fusion avec eux, donc tout d'un coup, de la fusion, on passe à la séparation extrêmement brutale parce que ses parents lui font un chantage. C'est elle ou c'est nous. Et au final, je suis pas certaine que vous soyez gagnante. Cet homme est trop fragile. Donc pensez à vous. On accueille Jackie qui est avec nous au 39-21. Bonsoir Jackie. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Caroline, bonsoir Marie-Cécile. Marie-Christine. Oui, non, je voudrais juste apporter un petit témoignage justement pour que Marie-Cécile fasse un peu plus attention parce que c'est très très délicat cette situation-là. Moi j'étais passée par là. Oui, j'étais aussi donc mariée à un Alsacien qui, à peu près comme le cas de votre ami, et vivait aussi toujours chez ses parents à l'âge de 37 ans. Et c'était très 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 difficile parce que c'est vrai que les parents vous accueillent au début très très bien et très très vite vous vous rendez compte quand même que vous êtes de trop au sein de la famille. Bon, les parents n'ont pas osé, ils étaient très amoureux et donc les parents n'ont pas du tout osé s'y opposer. Ils ont accepté bon gré mal gré le mariage, mais ce qui était pire encore, c'est qu'ils ont tout pris en charge pour le mariage, au point que nous n'avions rien à dire, pratiquement rien à dire. Surtout mon fiancé à l'époque acceptait docilement tout ce que les parents proposaient.
Et ça posait de sérieux problèmes au sein de notre couple. Au fil des années qui passaient, c'était devenu une catastrophe parce que ils ont pris une place tellement importante que même pour placer des meubles chez nous dans notre appartement, bon, nous avions eu la chance de ne pas avoir vécu avec eux une fois qu'on était mariés, mais n'empêche qu'ils étaient toujours très très envahissants, ils étaient toujours venus à la maison. Bon, c'était leur fils, ils étaient très très attachés. Et il y avait un moment où j'avais dit carrément à mon mari, non, il faut quand même que tu prennes tes distances parce qu'il faut couper le cordon ombilical. Mais je sentais mon mari très malheureux dans ce cas-là. Il souffrait terriblement. Et finalement, nous avons fini par nous séparer. C'était impossible à vivre la situation parce que il n'a pas grandi suffisamment, il n'a pas su couper les cordons. Il était resté trop attaché à la famille. Donc j'aimerais juste attirer votre attention dans la mesure où vous êtes assez fragile encore pour le moment. Oui, est-ce que vous auriez la force de supporter une situation assez embarrassante pour un Non, pas du tout, non. Voilà, mais pour pouvoir construire. Merci beaucoup, Jackie, de ce témoignage. Merci, c'est vrai que c'est important. Je vous en prie, encore merci d'avoir reçu mon appel. Mais je vous en prie. Merci. Pour pouvoir construire soi-même sa famille ou son couple, il faut déjà avoir pu un peu désinvestir sa famille. Alors, désinvestir sa famille, c'est pas du tout de la renier, la délaisser, mais c'est-à-dire avoir grandi, c'est-à-dire ne plus être encore l'enfant dépendant de ses parents. Allez, des messages pour conclure. Jean-Marie qui dit attention, Marie-Christine, certains sites sur Internet sont des voleurs. Et surtout, ne vous laissez pas faire avec cet homme, c'est un adulte fragile, courage à vous. Florent qui dit preuve de la fragilité de cet homme, ses parents gouvernent alors qu'il est chez lui. Un message qui dit faut quitter cet homme car il est encore adolescent. Quelqu'un qui me dit décidément que de Tanguy en Alsace. Et Prune qui dit mettez fin à tout cela. Et Alexandra dit n'avez-vous pas peur de ne plus pouvoir vous en défaire une fois que vous l'aurez chez vous, surtout s'il n'a plus de travail, fuyez. Voilà, les réactions des auditeurs ce soir. Merci en tout cas. Je voudrais juste ajouter une dernière petite chose. Oui, c'est que il a été opéré il y a quelque temps de la thyroïde et ça lui a changé pas mal l'humeur. Et je sais qu'à un moment, il avait ramassé pas mal de médicaments. Il avait essayé de faire une tentative de suicide, et il parlait avec son ami, et c'est son ami qui a appelé ses parents pour leur dire il va faire une bêtise ce soir. Donc les parents sont montés dans la chambre, effectivement ils ont trouvé les médicaments, ils ont trouvé de l'alcool, et c'est vrai que moi j'ai peur maintenant que si je lui dis de prendre un peu des distances. Écoutez, vous n'êtes pas responsable de son histoire, de sa relation extrêmement dépendante avec ses parents, de ses difficultés, et cet homme ferait bien de consulter. Voilà. D'accord, très bien. C'est ce que je peux vous dire, Marie-Christine. Bien. Écoutez, merci pour vos conseils. Bon courage en tout cas. Au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Pixilote, Mamadou, Coco nous dit, c'est pas une question de région, il y a des Tanguy partout. Coco, qui est alsacienne, est fière de l'être. Et puis il y a Dany qui me dit, alors et Georges, qu'en pense-t-il ? Oui, sur un sujet pareil, vous imaginez bien que normalement on l'aurait entendu, l'ami Georges. D'ailleurs, Sergio me disait allez-y doucement, parce que vous allez nous vexer Georges là en disant comment à 48 ans il vit encore chez sa mère, mais c'est pas possible. Et oui, parler de Georges, il nous a dit il y a 48 heures de cela qu'il était très très grippé. Il a passé le week-end à Paris, il est revenu malade, il avait une forte fièvre, et donc depuis 48 heures, on n'a pas de nouvelles de Georges. Le pauvre doit être au lit et malade. Donc, on lui souhaite vraiment un bon rétablissement au plus vite et au plaisir de le lire très prochainement, d'avoir ses messages de nouveau. On accueille maintenant Brigitte. Bonsoir Brigitte. Bonsoir. Bonsoir. Écoutez, je sais pas trop comment commencer. Bon, j'ai été mariée, j'ai 60 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai 60 ans aujourd'hui. Oh, très bel anniversaire alors, ma chère Brigitte. C'est pas un bel anniversaire. Ah, pourquoi ?
Vous savez qu'un anniversaire, c'est toujours une forme de renaissance, hein. C'est ce qu'on dit. Donc bon. Non, c'est pas un bel anniversaire. En fait, il faut que je remonte un petit peu parce que sinon vous n'allez pas bien comprendre mon histoire. En fait, j'étais mariée pendant 32 ans avec un homme. J'ai connu très jeune et les parents ont fait que on n'ait pas tellement de choix à mon époque. J'étais d'une famille très catholique, très pratiquante. Et il s'est déclaré, j'avais 16 ans, il en avait 18. Oui. Et à partir de là, mes parents n'ont pas voulu que ça change, quoi. Mais donc nous sommes mariés, nous avons eu 3 enfants, la vie a été cahin. Et puis les enfants sont partis, et puis il y avait beaucoup de choses il y avait des choses qui n'allaient pas. S'il avait voulu, s'il m'avait écouté, ça aurait pu s'arranger. Ça ne s'est pas arrangé, et puis nous avons divorcé. Bon. Donc, à la suite de ça, moi j'ai déclenché un cancer du sein, avec tout ce que ça comporte. Et puis, je m'en suis remise, et j'ai repris mon travail, en fait, tout ça. Mais je suis quelqu'un qui ne sait pas rester seule, et donc j'ai cherché sur Internet quelqu'un parce que pour partager ma vie, mais moi j'ai toujours été honnête, je savais que c'était pas pour la bagatelle, je ne suis pas comme ça, je voulais refaire ma vie, c'est tout. J'ai rencontré plusieurs personnes, on a essayé de construire quelque chose. Pour moi, c'était toujours sérieux, mais pas de l'autre côté. Jamais. Et puis, j'en avais assez. Et puis, j'ai rencontré sur Internet, toujours, un monsieur qui se disait ancien commissaire de police, qui voulait construire quelque chose, qui avait l'air très sérieux, enfin voilà. Toujours est-il qu'on s'est rencontrés et que ça a bien marché, ça a plus ou moins bien marché, mais moi j'en avais marre, j'étais au bout de ma recherche, et puis il avait l'air gentil, il avait l'air, je me disais même s'il n'y a pas trop d'amour, c'est de la tendresse, et c'est une vie ensemble, pas rester seul et partager notre solitude et faire des choses ensemble. Et puis, nous nous sommes mariés en avril 2008, après avoir vécu ensemble une année où pas grand-chose ne s'était passé, ou ce qui m'inquiétait un peu, c'est que les relations sexuelles, c'était pas ça. Mais pour moi, à mon âge, on peut vivre ça n'a plus l'importance que ça. Quand on a 20 ans, on peut très bien avoir des moments de tendresse et être très bien ensemble et ne pas plus avoir tout ça, parce qu'il y a quand même des problèmes de santé, il y a tout ça, et puis voilà. Et puis nous sommes mariés, et puis à partir de là, il a changé complètement de comportement, et c'est tout le temps, je te quitte, je te laisse, tu te démerdes. Il a changé de comportement à partir de... Qu'est-ce qui s'est passé? À partir de quel moment? On devait partir en Tunisie pour notre voyage de noces, et ça a été affreux parce que il supportait pas, il trouvait que la nourriture n'était pas bonne, que les Arabes, non, moi c'est pas ça que je veux dire, parce que c'est un peu les Maghrébins, enfin les Tunisiens surtout, étaient trop près de moi. Pourtant je suis oui, et que
comment dire, il était jaloux donc. Comment? Il était jaloux. Oui, très jaloux. Mais je sais pas si c'est de la jalousie, je ne sais pas. Et finalement, donc je sais pas quel est vous avez une question ce soir par rapport à votre relation, où en êtes-vous aujourd'hui? C'est de pire en pire. Oui, ce soir, là c'est mon anniversaire aujourd'hui, j'ai pas eu droit à un bon anniversaire. J'ai les parents qui sont quand même très malades et c'est normal à notre âge. Il faut quand même bien s'en occuper et ils ne supportent plus que je m'en occupe, mais c'est cyclique, c'est cyclique, ça va bien et puis de nouveau là où il a trouvé une maison, me laisse tomber, tu te débrouilleras avec la petite retraite, il y a eu des coups, des coups, oui, j'ai été battue. Pourquoi restez-vous alors dans cette relation? Comment? Pourquoi restez-vous? Si cette relation se dégrade, finalement, vous êtes avec cet homme depuis 1 an et demi, c'est ça? Oui, j'ai eu des coups, j'étais violée, j'étais battue. Oui, pourquoi restez-vous dans cette relation? Parce que financièrement, je ne vais pas m'en sortir. Oui, c'est pas une raison, ça. Je sais que je gagnais... c'est pas une raison pour accepter d'être maltraité, d'être, vous voyez, j'ai eu un travail, je suis en retraite, je vais être en retraite là. Et du fait que j'ai eu mon cancer, on m'a demandé de me mettre en maladie à 2 ans, ça a été très dur pour moi. Parce que j'avais mis en place quelque chose qui n'existait pas, dans laquelle je m'étais investie énormément professionnellement, et puis quelque chose qui n'existait pas et que j'ai mis en place et qui a réussi. Et j'avais un salaire, pas énorme, mais j'étais bien, et on m'a demandé de m'embaucher parce que j'avais trop de soucis de santé. Et puis, mais jusqu'à la fin du mois... Attendez, il y a des moments où je vous perds. Parlez bien dans votre combiné. Je vous entends pas bien. Oui. Et donc, j'avais un salaire à peu près correct, quoi. Mais là, je rentre en retraite et je vais à peine avoir de quoi vivre. Alors que lui... alors que j'ai toujours vécu donc quand même très, comment dire, j'avais un mari mon premier mari qui avait un très bon revenu et nous avons toujours, et mon père était cadre. J'ai toujours vécu dans un milieu social où si vous voulez, plutôt favorisé. Oui, mais vous risquez de la payer très cher. Vous la payez déjà très cher, finalement, votre sécurité matérielle. Qu'est-ce que je dois faire? Ma maison m'appartient. Vous avez déjà votre maison. Qu'il allait rentrer dans une maison de retraite. Attendez, je sais pas ce que vous faites avec votre combiné. Il y a des moments où je vous entends plus. Non, c'est parce que c'est un... Attendez, voilà. Vous m'entendez mieux, là? Si vous ne bougez pas, oui. Il y a des moments où je perds je vous entends plus. Si vous avez déjà une maison qui vous appartient, c'est déjà important. Oui. Vous n'avez déjà pas de loyer à payer. Non, mais lui non plus. Pardon? Mais lui non plus. Non, mais lui, on s'en fiche. Oui, mais moi, je sais plus où j'en suis parce que à chaque fois, c'est ça. C'est je te quitte, je m'en vais. Qu'il vous quitte, oui. Oui, mais vous êtes mariée? Oui. Oui, si vous êtes mariée, Brigitte, vous allez pouvoir, avec, à la limite, tant mieux pour vous, parce qu'avec un avocat qui va défendre vos droits, si il y a eu des coups, vous avez fait établir des certificats médicaux? Oui. Bon, c'est un divorce pour faute, ça. Hein? Oui, mais ça, là, oui, mais c'est pas ça. C'est que là, il dit qu'il va partir de nouveau, et puis à chaque fois, il part pas. Oui, mais vous pouvez partir, Brigitte. Oui, mais c'est ma maison, je suis dans ma maison. Eh bien, justement, si vous êtes dans votre maison. Non, c'est lui qui doit partir d'après les personnes. Non, mais attendez, Brigitte, c'est votre maison, à vous?
Oui. C'est ça. Donc, si vous demandez le divorce, Oui. eh bien, il y aura une séparation de corps, séparation de biens. Donc, effectivement, il sera obligé de quitter le domicile et vous resterez dans votre maison. Et l'avocat que vous prendrez défendra au mieux vos intérêts et vous toucherez une pension. Bah oui, mais c'est ça qui me fait peur, c'est que lui, il a une très grosse retraite. Oui. Mais moi, j'ai pas grand-chose. Donc, mais par contre, j'ai ma maison. Vous avez votre maison et je vous dis j'ai compris ça et c'est important pour vous et ça vous rassure et je le comprends parce que symboliquement c'est important une maison, mais vous aurez en plus avec ce divorce un avocat qui il faudra bien le choisir, valoir au mieux vos intérêts. Ça peut être un divorce pour faute dans la mesure où il y a eu coups et blessures. Et donc, il peut y avoir des indemnités, il peut y avoir de toute façon une pension alimentaire, puisque il y aura, votre avocat mettra en avant qu'il y aura un préjudice moral et financier, une perte de votre niveau de vie. Bon, enfin tout ça, ça sera à votre avocat de faire valoir tout ça. Là, j'ai l'impression que vous restez pour de très mauvaises raisons. Ben oui, parce que en fait, non, mais là, je ne supporte plus. Je ne supporte plus. Alors faites-vous aider, parce que j'ai l'impression que vous ne supportez plus et qu'en même temps vous n'arrivez pas à quitter cet homme. Bah oui, parce que comme un pervers narcissique, il y a des moments où il est adorable. Oui, mais Brigitte, bon, d'accord, c'est bien beau de dire de lui mettre une étiquette que c'est un pervers narcissique. Moi, ce que j'entends, c'est que ça ne vous aide pas à avancer dans cette relation où vous l'analysez lui, mais ça ne vous aide pas à avancer vous. Non. Finalement, vous le décrivez lui, vous essayez de décoder ses comportements, mais vous parlez beaucoup de lui et finalement très peu de vous. Donc, rester auprès d'un homme qui ne vous manifeste plus, on n'est même plus au niveau de la tendresse, qui ne vous manifeste plus aucune considération, aucun respect, qui vous maltraite. Quel sens ça? Donc, visiblement, malgré tout ça, bon, il y a cette peur, il y a cette insécurité matérielle, cette peur certainement de la solitude derrière. Je crois que certainement il faudrait vous faire aider, peut-être en ayant quelques séances, un travail thérapeutique. Oui, je fais. Bon, alors continuez et puis ne serait-ce qu'avoir une consultation déjà avec un avocat, ça pourrait concrétisé. Déjà que ça reste pas dans le flou pour voir ce qu'il serait possible, ça ne vous engage en rien, mais voir ce qu'il est possible pour vous d'obtenir, déjà y compris sur le plan financier, que vous ne vous retrouviez pas sur la paille, parce que ça aussi ça vous insécurise. Oui. Mais ne pas rester dans une telle situation où vous avez 60 ans, vous avez encore de très belles années devant vous, plutôt que de vous morfondre dans une situation où vous allez perdre toute estime de vous-même et vous abîmer totalement. Vraiment. Ah oui, je le sens, de toute façon. Donc c'est important vraiment de sortir de cette relation assez folle dans laquelle vous êtes vraiment dans une spirale là qui fait que vous n'arrivez plus finalement à penser pour vous et par vous-même. Voyez, il est au centre de vos pensées, cet homme. Il vous vampirise. Il me vampirise. Je me réveille le matin avec des angoisses pas possibles. Je n'ose même pas sortir de ma chambre parce qu'on dort pas ensemble. Parce que, je sais pas pourquoi on est mariés. On dort chacun dans des chambres différentes. Parce que, et puis, quand je me lève, j'en peux plus, quoi. Mais oui, mais il faut que vous retrouviez déjà des forces physiques, psychiques, un peu d'énergie, parce qu'évidemment, ça demande de l'énergie, d'entreprendre, même une séparation, et on sent que vous êtes très lasse, très fatiguée, parce qu'il vous vampirise toute votre énergie. Donc, peut-être songer à ce moment-là, si vous
le pouvez, aller vous reposer quelque temps chez des amis ou dans de la famille, enfin, vous éloigner, même physiquement de lui, pour être un peu au calme. Vous voyez, être un peu physiquement éloigné de lui, ça vous permettrait peut-être un peu de récupérer. On n'a pas le droit de quitter le domicile conjugal. Oui, mais vous avez quand même le droit de, sans le dire, vous pouvez dire je pars quelques jours chez une amie. C'est pas quitter le domicile conjugal, ça. Vous voyez. Tant que vous n'avez pas, vous ne dites pas, vous ne parlez pas de séparation là. Vous dites que vous allez passer quelques jours chez une amie ou dans de la famille. Vous voyez. Pour vous. Pour conclure, je vais vous lire aussi des réactions. Il y a le valet de cœur qui dit arrêtez de vous demander ce qu'il veut, demandez-vous ce que vous voulez pour vous-même. Courage. Il y a Yasmina qui dit on ne reste pas avec un homme qui vous maltraite. J'ai quitté mon mari qui gagnait 8 000 euros. Je vis avec 2 enfants avec 1 500 euros et nous sommes heureux. Prune qui dit quittez-le, il vous bat, vous restez avec lui pour de mauvaises raisons. Petite Plume qui dit ne serait-il pas temps précisément pour vivre harmonieusement cette retraite de rompre symboliquement, c'est un nouveau départ, bon courage à vous. Jean-Marie qui dit il vous tient avec son argent, ayez un bon avocat pour défendre vos intérêts. Anne qui dit vous avez droit à des prestations compensatoires sous forme de capital. Et puis Anne qui dit si vous portez plainte, il sera obligé de quitter le domicile avec procédure de divorce engagée. Mais allez peut-être vous reposer un peu si vous avez cette possibilité chez des amis, de vous éloigner de lui, déjà vous serez moins sous son emprise. Et vous pourrez être un peu au calme et récupérer un peu physiquement et psychiquement. Si je pars, je dois faire quoi au niveau de la loi? Parce que j'ai déjà eu ce problème. Non, là, partir, c'est passer, je sais pas, une petite semaine, 15 jours chez une amie. Vous ne faites rien pour le moment. Vous partez, vous ne dites pas, c'est pas une séparation. Je dis d'aller vous reposer parce qu'on vous sent très lasse. Vous voyez? Et je rentre de vacances. Ben oui, mais ça n'a pas été des vacances. Mais ça n'a pas des vacances, c'est pas des vacances. Mais là, vous ne quittez pas, vous n'abandonnez pas le domicile. Vous avez quand même le droit de partir, passer des vacances chez une amie. Pour vous reposer un peu. Oui. Bon courage, Brigitte. Merci. Au revoir. Au revoir. Nous sommes ensemble encore pour un peu moins d'une heure, une heure volée à la nuit, une heure de direct pendant laquelle vous pouvez appeler le 3921 qui est le standard d'Europe 1 pour nous parler de tout ce qui vous tient à cœur et vous pouvez également à ce même numéro dialoguer avec un auditeur ou une auditrice. Vous pouvez à tout moment intervenir pour nous faire part de vos réflexions par SMS au 7 21 21 code nuit ou nous envoyer un petit courriel sur le site europe1.fr. C'est Yvon maintenant qui est avec nous. Bonsoir Yvon. Allô ? Oui, bonsoir Yvon. Bonsoir. Vous avez un haut-parleur ou la radio ? Oui, bah c'est un haut-parleur que j'ai mis. Vous pouvez l'enlever s'il vous plaît parce que ça fait de l'écho. Voilà, ça y est. Merci beaucoup. Alors Yvon, vous avez 30 ans. Oui. Et pourtant, vous vous trouvez dans une grande solitude. Je dis et pourtant parce que on imagine qu'à 30 ans, on est plutôt entouré, et c'est pas votre cas. La solitude vous pèse. Oui, beaucoup effectivement. Tout à l'heure, on parlait un petit peu d'entre guillemets des tanguis, et puis je m'identifie un petit peu à ce genre de comportement, je dirais, parce que bon, certes, je suis parti de chez moi, mais vous êtes plus jeune déjà. Oh, je suis plus jeune, oui. Vous êtes plus dans la tranche d'âge d'ailleurs. Oui, mais bon, si je devais
parler un petit peu de ma jeunesse. Bon, c'est bon, je préfère pas trop m'étendre sur le sujet, mais... Pourquoi ? Parce que dans ma jeunesse, bon, je dirais que je l'ai pas vécu comme la plupart des autres jeunes de mon âge, quoi. Donc... Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ce que je veux dire, c'est que bon, c'est un peu difficile d'en parler, mais disons que j'ai jamais eu de copine, quoi. Voilà. Oui. D'accord. Et ça, je le vis tous les jours. Je culpabilise, j'en ai même honte auprès de ceux que je connais, et même honte auprès de moi-même, et ça devient très 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 pénible, que ce soit chez moi le matin quand je me lève, comme le soir quand je me couche, c'est l'horreur. Mon travail, je m'épanouis pas non plus, donc voilà quoi, je me dis pourquoi je vis. Oui, vous êtes très malheureux de tout ça. Enfin, c'est un petit peu. C'est un peu raide, donc je dois l'avouer, mais... Non, attendez, vous dites avouer comme si vous étiez coupable de ça. D'ailleurs, vous parlez de culpabilité, alors que... oui, c'est vrai, j'en parle parce que j'ai l'impression qu'on me fait comprendre autour de moi que, t'as 30 ans, prends-toi en main. Si vous saviez ce que je fais en ce moment... Qu'est-ce que vous faites en ce moment ? Je me suis fait... parce que je suis obèse aussi, hein, donc ça n'aide pas non plus dans c'est certain, dans mon parcours. Ouais. Et je me suis fait poser un anneau gastrique il y a 2 ans. Oui. Il y a 2 ans, je pesais 150 kilos. Aujourd'hui, j'en fais 98. Oui. Donc ça a bien marché. À ce niveau-là, ouais. Pour mon épanouissement personnel, je fais partie d'une association humanitaire. Oui. Pour que ça puisse aussi essayer de m'enrichir sur ce plan-là aussi. Essayer si je peux pas avoir une vie normale, essayer au moins de donner de moi, de donner quelque chose. Et puis de faire du sport à droite à gauche, faire de la piscine, de la randonnée, faut pas essayer de rester les bras croisés et m'apitoyer sur moi-même, quoi. Mais bon, là, ça fait 2 ans que je donne à droite à gauche, que je m'investis, sans avoir beaucoup de retour sur investissement, quoi. Vous avez de l'humour. Voilà. Non, vous avez de l'humour. C'est déjà important, même si on dit parfois c'est la politesse du désespoir, hein, mais bon. Il n'y a aucune raison, Yvon, que vous n'ayez pas une vie normale. Je reprends votre expression. Déjà, je ne sais pas bien ce que c'est qu'une vie normale. En tout cas, j'ai plutôt envie de dire une vie qui corresponde à vos aspirations. Parce que après des vies normales, vous voyez, on peut être parfois dans une minorité, c'est-à-dire pas être une vie comme tout le monde, dans la norme, et être heureux dans cette vie-là, après tout. Hein, mais une vie qui, en tout cas moins solitaire, une vie amoureuse, une vie affective. Voilà, c'est les mots que je cherchais tout à l'heure et que je n'arrivais pas à décrire sous l'emprise de l'émotion, quoi. Bon, vous parlez de cette obésité. Alors vous avez choisi la solution radicale, l'anneau gastrique. Dans votre famille, il y a autour de vous vos parents des problèmes d'obésité également? Aussi, oui. J'ai un frère aussi qui a de leurs bons points, et puis mon père et ma mère. D'accord. Donc il y a déjà les antécédents familiaux, donc avec des facteurs génétiques, et puis aussi de l'environnement, c'est-à-dire au niveau de la nourriture, qui sont à prendre en ligne de compte. C'est-à-dire dès l'enfance, vous avez eu ces problèmes-là? Oui. Oui. Et dès l'enfance, j'ai même eu du mal à me faire ne serait-ce que des amis, quoi, des simples copains. J'ai toujours été rejeté depuis que j'étais gros, hein, j'ai toujours vécu le rejet des autres, et voilà,
voilà, j'essaie de me faire une raison, mais... oui, c'était compliqué même au niveau amical. Oui. Parce que parfois, ça n'empêche pas de se faire des amis. Il y a l'image qui peut être, qui est souvent horripilante, mais du bon gros sympa, vous voyez, qui est justement le bon copain. Oui. Je dis pas c'est difficile d'être souvent, ouais, on en associe à l'image du gros ou de la grosse, le côté, il est sympa, il est sympathique, il est plutôt rigolo, enfin, alors, effectivement, derrière, on sait que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais même vous, sur le plan amical, c'était compliqué, c'était source de rejet. Peut-être pas tout le temps, peut-être que, dans l'enfance, mais l'adolescence aussi. Oui, aussi. Effectivement, à mon avis, ça doit remonter à même la primaire, hein, peut-être même avant. Hein. J'ai été rejeté fortement une première fois, et puis du coup, je me suis braqué, et puis... C'est ça. Voilà, quoi, j'ai toujours, je vais pas dire une mauvaise idée des autres, mais voilà, quoi, je suis toujours hyper prudent, et puis bon, ça se voit aussi dans ma relation avec les femmes, quoi. Bon, ben oui. Ça n'aide pas. Autant j'ai des envies, j'ai besoin d'avoir de remplir une vie d'homme, hein, d'avoir une vie d'homme, hein, bien normale sûr. comme tout le monde. Bah, évidemment, oui, ça n'empêche pas le désir, bien sûr, les. Bon, je sais pas, il y a ce braquage, il y a cette assurance qui me manque, cette timidité qui me bousille, quoi. Bon, oui, cette très mauvaise image de vous, cette mauvaise estime de vous-même. Pourtant, je comprends pas. Je travaille sur moi. De quelle façon? Je suis une thérapie en ce moment. Oui. Depuis, vous avez commencé quand? J'ai déjà fait 2 séjours en hôpital psychiatrique. Vous avez été hospitalisé à 2 reprises, oui. Oui, à votre demande? Alors, la première, c'était... Parce que ça remonte aussi, hein. Oui. C'était lors de mon premier boulot. Alors, c'était à la demande de ma psychiatre. Et la deuxième, c'était à ma demande, ouais. Oui. Pour des dépressions, qu'est-ce qui s'était passé? Oui, dépression, pensée suicidaire. Oui, elle était inquiète pour vous. Elle avait peur. C'est une façon de vous mettre à l'abri, finalement, de vous protéger de vous-même. Un petit peu, on va dire. Donc là, vous continuez à être suivi par cette psychiatre. Oui. À la fois avec un traitement et avec une thérapie par la parole. Oui, mais j'ai un traitement, mais j'aimerais l'arrêter. Oui, parce mais que c'est vrai viendra. Que c'est un peu tendance à m'abrutir et... Ah bon? Bah oui. Pourquoi? Parce que il y a un peu d'anxiolytique dans les antidépresseurs qu'elle vous donne. Enfin, c'est un peu. Si vous voyez le cocktail qu'on distribue tous les soirs, bon. Ouais. Mais vous, de toute façon, ils vont. On peut penser que vous l'arrêterez forcément un jour, mais ça c'est à voir avec le médecin qui vous le prescrit. Et puis vous savez qu'on n'arrête pas ce type de traitement comme ça brutalement, parce que du coup ça entraîne des pics, des rechutes. Je sais, elle peut vous le diminuer si vous vous sentez trop abruti, comme vous dites, parce que les antidépresseurs, au contraire, c'est fait pour stimuler l'humeur, c'est fait pour, au contraire, se sentir plus vif, plus dynamique. Donc, si vous vous sentez un peu trop, au contraire, stone, un peu, vous voyez, il faut lui en parler et elle peut diminuer les doses ou vous changer déjà un peu de traitement. Ça vaut le coup de lui en parler. Bon, et puis votre thérapie va vous aider aussi à... c'est vrai que il va falloir vous accrocher parce que c'est toute votre histoire que vous êtes en train de remettre à plat. Donc ça peut pas se faire du jour au lendemain parce que il va falloir, même si vous avez perdu beaucoup. C'est considérable, là, vous êtes passé de 150 kilos à 98, donc un poids maintenant tout à fait, je veux dire normal. J'aime pas ce mot-là, mais enfin bon, ça va maintenant. Mais
vous, votre image, l'image que vous avez de vous, elle a pas changé comme ça. Bah non, j'espérais qu'avec tout cet investissement que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Bah oui, ça vous a demandé du courage, je suis bien d'accord. Oui. J'ai aussi, je discute sur un forum sur Internet. Oui. Je me suis fait des copains et des copines là-dessus, mais voilà quoi. Je fais que discuter et j'ai pas l'impression que ça avance quoi. Moi, je suis un homme, je suis pas en bois et il faut que je donne un sens à ma vie quoi. Donc, Et comment, alors justement, ce sens à votre vie, parce que ça fait 2 fois que vous employez cette expression, ça prendrait quelle forme pour vous? Ça fait plusieurs fois aussi que vous me dites vous êtes un homme, et je suis très sensible à ça parce que parfois derrière ce que vous n'êtes plus, mais derrière les personnes obèses, on oublie parce qu'ils sont sexués, comme si l'obésité et parfois d'ailleurs elle vient dissimuler ça, c'est-à-dire que on n'a plus qu'une masse comme ça encore et on ne voit plus le côté sexué. Or c'est important ce que vous dites parce que oui, vous êtes un homme, oui, vous avez des désirs, oui, vous avez le droit à une vie amoureuse et une sexualité. Bien évidemment, Yvon. Mais ce qui complique les choses aujourd'hui, c'est que évidemment, c'est plus compliqué à 30 ans et peut-être pour un homme aussi de dire, comme vous dites, je n'ai pas fait l'amour encore. Donc ça vous rajoute, il y a cette honte de vous-même. C'est toujours très compliqué. C'est une émotion. C'est très compliqué la honte. C'est très douloureux à vivre. J'ai tout compris, oui. La honte de soi. C'est vraiment un sentiment très très pénible. On n'ose même plus se regarder, ni même regarder les plantes vertes du jardin. C'est ça. Ouais. Moi, j'ai un métier qui est en contact avec le public. Oui. C'est, comment dire, j'essaie de tirer un quelconque épanouissement envers les gens, mais c'est pareil là-dessus. C'est insultes, c'est rejets, c'est crachats, c'est. Encore aujourd'hui? Pas aujourd'hui, mais toutes les semaines, j'y vais la peur au ventre, quoi. Je peux vous demander ou c'est indiscret ce que vous faites comme métier? Je suis chauffeur de car. Chauffeur de car dans une, je dirais, zone sensible. Oui. Et c'est pas rose tous les jours, comme vous pouvez imaginer. Être en proie déjà aux démons chez moi et aux démons dehors. Moi, je me dis. Oui. Pourquoi je vis? Franchement, pourquoi je vis? Pourquoi? Oui. Mais c'est-à-dire que c'est déjà très difficile, comme vous dites, votre métier de subir pour tout un chacun, Yvon, de subir des agressions gratuites, comme vous dites, des insultes, des insultes, alors que ça soit verbal, physique, vous parlez de crachats, enfin, on en a beaucoup parlé, les agressions subies par les conducteurs de car. Simplement, c'est un stress important. Là où, pour vous, c'est d'autant plus difficile à vivre et douloureux que ça fait écho à votre histoire, à vos blessures d'enfant. C'est-à-dire, ça ravive toutes vos plaies, l'humiliation que vous avez subie déjà tout petit dans les cours d'école. Donc vous n'arrivez plus à créer une distance, à dire que finalement c'est pas vous, Yvon, qu'ils agressent. Vous, ce que vous êtes, vraiment votre personnalité, puisqu'ils ne vous connaissent pas, c'est ce que vous représentez. C'est-à-dire qu'ils agressent tout aussi bien vos collègues. C'est ce que j'essaie de me dire tous les jours. J'imagine que vous n'êtes pas le seul, malheureusement. Oui. Malheureusement, c'est à déplorer, évidemment. Vos collègues se font aussi insulter de la sorte, j'imagine. Oui.
Bon, voilà. Donc simplement, vos collègues, n'ont pas la même histoire que vous. Alors eux, ils le vivent certainement aussi difficilement, mais ça ne les atteint pas forcément aussi profondément parce que ils n'ont pas été peut-être souffre-douleur dans leur enfance et objet d'humiliation. Alors que pour vous, c'est vous redevenez le petit Yvon qui était comme ça rejeté, qu'on insultait, qu'on humiliait. Alors c'est vrai que ça, l'humiliation, la honte, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à extirper de soi. On y arrive. Je vous assure qu'on y arrive. Mais et la culpabilité. Ouais, c'est trois choses qui sont souvent liées et qui rendent effectivement. Alors on se dit on est bon à rien quoi. Franchement, à quoi on sert quoi. Parce que je fais de l'humanitaire, j'essaie de servir une bonne cause. Là-dedans, j'arrive à trouver, je dirais, un petit peu de bonheur, un petit peu de. Il faut bien, parce que sinon, je sais pas ce que je ferai aujourd'hui. Mais parce qu'on là. Qu'est-ce que vous faites comme dans l'humanitaire vous êtes investi dans quelle cause? Dans le don du sang. Dans le don du sang. Oui. D'accord, et vous faites quoi, vous, au sein de... J'organise les collectes qui sont faites dans mon secteur, et les gens là-dedans, les gens ils sont autrement plus accueillants, autrement plus gentils que ce que je subis tous les jours au boulot, ou je dirais même ma solitude que je vis ici, quoi. C'est quand même, c'est un plaisir, je veux pas dire que je m'offre parce que c'est moi qui le fais, c'est quand même gratifiant. Si, c'est gratifiant. Oui, voilà, c'est enrichissant. Oui. Mais c'est quand même un plaisir, un des rares, sinon le seul, que je veux pas dire que je m'autorise, mais que j'arrive à avoir dans la vie que je mène. Voilà. Oui, c'est un moment. Et là, justement, le contact avec les autres est plus facile pour vous, est agréable même dans ce que j'entends. Oui. C'est agréable de s'investir, de donner de soi. C'est vrai que ça, je vais pas dire que ça gonfle, mais ça gonfle un petit peu l'estime de soi. On permet de se retrouver un petit peu, de se dire on est utile à quelque chose et puis voilà quoi. Et puis oui, vous faites du bien et à travers ces échanges là, ça vous fait du bien aussi. C'est-à-dire que là, vous êtes dans des échanges humains. Vous voyez, je reçois un message d'Alex là au 721. J'en reçois beaucoup pour 721 pour vous, Yvon. Il y a Alex qui dit il y a un sens à votre vie à travers votre investissement déjà dans votre association. C'est énorme. Peu de gens donnent comme vous le faites. Vous pouvez être fier de cet engagement. Vous faites partie du gratin de la société. Vous méritez le meilleur, Yvon, et il arrivera. Il y a Coco aussi qui dit ces personnes qui vous agressent dans le bus et ne méritent pas que vous vous preniez la tête comme ça. Vous êtes sûrement quelqu'un de très sensible, dit Coco, en vous écoutant, une belle personne, Coco, qui vous embrasse. Et puis là, je reçois un message qui dit je suis obèse aussi, 1m55 pour 102 kilos. J'ai plu et je plais encore. Je vous assure, il va falloir que vous preniez confiance en vous, sortez, osez aborder les femmes. Je suis sûre que l'une s'arrêtera sur vous. Merci de tous ces témoignages, ils sont très gentils. Moi, j'en reçois plein. Je veux dire, il y a beaucoup. Il y a quelqu'un qui dit je trouve qu'Yvon a beaucoup de mérite parce qu'il est humble, respectueux, très sensible. Il finira forcément par trouver l'amour tôt ou tard. Alors surtout, ne désespérez pas. Il y a Cathy qui dit je veux bien laisser mes coordonnées à Yvon s'il les souhaite. Courage, Cathy. Dans ces cas-là, il faut que vous envoyiez vos coordonnées au 721 21 code nuit ou que vous appeliez le 39 21 parce qu'on ne les a pas automatiquement. Et puis encore des messages. Il y a Petite Plume qui dit vous savez Yvon, il n'y a pas de honte à être malheureux. Vous faites à votre rythme et visiblement attendez parce que ça et visiblement du mieux que vous pouvez. Essayez surtout de ne pas vous comparer aux autres. C'est votre parcours qui importe.
Il y a Alex qui dit: vous êtes bon, vous donnez de vous, vous allez de l'avant, ne lâchez pas, la vie vous sourira forcément un jour. Quelqu'un qui dit: bravo déjà pour vos kilos perdus, ça demande beaucoup de courage, votre douleur me touche, mais n'ayez pas honte de ne pas avoir eu de petites amies. Surtout que bon, vous n'avez que 30 ans. Et vous ça m'a gêné ces derniers mois maintenant. Quoi? Non mais attendez, Yvon, à 30 ans? Écoutez, si vous êtes allé sur un site, vous avez dû vous rendre compte que vous n'êtes pas le seul à 30 ans, Yvon, à ne pas avoir eu de petite amie ou des femmes aussi qui n'ont pas encore eu de relations amoureuses à 30 ans. Vous n'êtes pas le seul dans cette situation. J'ai pas vu ça sur le forum. Donc mais parce qu'il y a un forum comme ça où des personnes parlent du fait qu'elles n'ont pas eu encore de relation amoureuse. Je sais pas quel est le nom, mais alors certaines disent que c'est un choix, mais beaucoup disent que c'est pas un choix, que c'est parfois le fruit de leur éducation, de leur histoire, parfois que c'est lié à des complexes. Enfin, il y a souvent des histoires derrière particulières. Il y a Hervé qui dit: en écoutant Yvon, j'ai l'impression de m'entendre. J'ai 37 ans et malheureusement je me suis fait à ce genre de vie. C'est dur mais c'est comme ça. Hervé qui vous souhaite du courage. Merci Hervé. Et puis Nico du 88 qui dit: surtout ne culpabilisez pas, vous allez rencontrer l'amour, j'en suis certain. Moi je crois vraiment, Yvon, que vous allez, il y a forcément, c'est vrai que c'est plus compliqué. Il y a des moments dans la vie où l'apparence compte énormément, notamment à l'adolescence, parce que on doute beaucoup de soi, donc on tient beaucoup compte de son image. Mais je peux vous assurer que à l'âge que vous avez, les femmes sont moins regardantes par rapport au poids. D'autant plus que là, franchement, 98 kilos, c'est plus le poids le problème. Le problème, c'est l'image que vous portez sur vous. C'est cette honte que vous portez comme une peau de chagrin, là, comme, voyez, c'est cette image très dévalorisée de vous-même. C'est ce petit Yvon que vous avez encore en vous, qui a subi trop d'humiliation. Et ça, vous allez finir par vous débarrasser de toutes ces images de vous de nuls et d'incapables que vous avez fini par intérioriser finalement. Bah oui, je me suis fait une raison. Non, c'est pas une raison. C'est-à-dire que vous avez fini par y croire. Vous avez fini par y croire finalement. Vous voyez, on ne vous a pas aidé à penser que vous aviez de la valeur, que vous étiez estimable et que vous étiez digne d'amour. Bah, vraiment. J'en veux pour preuve cette petite anecdote. Quand j'ai obtenu mon bac, bon, j'habitais encore chez moi, chez mes parents à l'époque. Bah, j'ai pas ressenti de grande fierté ni de gratification de leur part. Et bon, bah, c'était il y a 10 ans maintenant, ça remonte, mais bon, c'est vrai que ça m'est resté un petit peu là, quoi. Et puis bon, bah, ceci peut peut-être expliquer cela, un manque de reconnaissance, un manque de certainement. Peut-être ça aussi. Alors le tout compensé. Moi, je pense que c'est un ensemble de facteurs parce que vous auriez pu avoir un problème de surpoids et en même temps vous sentir très très aimé, très. Ça n'a jamais été le cas. Voilà. Donc il y a tout un tas de choses qui se sont greffées autour de vous et qui reviennent à dire quel sens ça a tout ça. Vous voyez, finalement, comme si vous mais tout ça a un sens parce que votre vie, elle est forcément unique et donc à ce titre précieuse. Oui. Et c'est important d'en prendre soin, Yvon. Alors vous avez beaucoup à donner, on l'entend, comme souvent d'ailleurs les gens qui ont souffert, mais qui ont souffert pas seulement parce que parfois quand on a beaucoup souffert, on est tellement on peut s'enfermer dans la plainte.
hein, s'enfermer dans la plainte et finalement ne plus être qu'en attente. Vous voyez, comme un bébé avide d'amour. Or, ce qui m'a frappé chez vous, c'est que vous dites que c'est votre engagement, c'est ce besoin de donner. C'est-à-dire qu'on sent cette envie, ce désir d'aller vers les autres. Et c'est ça qui va faire que vous allez à un moment en sortir de tout ça. C'est-à-dire que vous n'êtes pas non plus en train de comptabiliser vos carences, quoi. Vous avez envie d'en faire quelque chose. Et c'est ça, un moment quand on a, vous savez, un manque d'amour, quand on l'a bien compris, analysé, cerné et dépassé, on peut en faire quelque chose de très fort, de très beau et effectivement, notamment s'engager auprès des autres. Ben, c'est ce que j'ai fait, là, depuis 2 ans, là, je m'engage, j'essaie je m'engage, je donne de moi, je donne de mon temps, je donne aussi de mon argent, enfin pas de mon argent, de mon temps, de mon argent, à hauteur normale aussi, hein, je vais pas non plus me ruiner, je veux dire. Encore heureux. Oui, encore donc heureux. je me donne de mon temps, de mon argent, je donne de ma personne. Ce que je veux dire aussi, Yvon, c'est que avec les femmes, ça va être différent. C'est-à-dire que le problème, c'est que vous pouvez penser qu'il va falloir donner beaucoup pour être aimé. Or, à vous entendre, je pense que vous avez beaucoup de qualités pour rendre une femme heureuse. Vraiment. Eh ben, je les discerne pas, moi, ces qualités. Vous en avez beaucoup. Et je pense que vous pourriez justement, quand vous dites déjà dialoguer sur Internet, c'est important parce que c'est quand même entrer en contact avec les autres et parler de choses plus intimes. Et vous voyez que là, vous n'êtes pas rejeté. Non seulement vous n'êtes pas rejeté, mais que les gens ont envie au contraire, d'échanger avec vous. Et pour preuve encore, le nombre de messages qui arrivent pour vous ce soir au 7 21 21. Donc il y a Cathy qui vient d'ailleurs d'envoyer son numéro pour vous. Il y a Gérard aussi qui vient de laisser ses coordonnées. Il y a Violaine qui dit en tout cas Yvon a une très jolie voix, et c'est vrai que c'est ce qui m'a frappé aussi. Vous avez une très belle voix. Merci. Donc petite plume qui vous comprend, qui dit quand j'ai passé mon bac en candidate libre, que je l'ai obtenu, je n'ai reçu aucune congratulation, et c'est vrai que c'était très dur. Il y a Bulle qui dit la meilleure aide vient de soi-même. Yvon, ne perdez pas espoir, une demoiselle vous cherche sûrement quelque part, trouvez son chemin. Et puis il y a quelqu'un qui dit avis à toutes celles qui ont un gros besoin d'amour, 98 kilos d'amour vous attendent. C'est beau ça, c'est charmant. Et il y a Alex qui dit la taille de votre chrysalide donne une idée du papillon que vous êtes ou serez un jour, et le papillon vole vers le bonheur, vous y êtes presque. Vos qualités sont très claires pour nous tous, dit Alex. C'est très gentil. Écoutez, c'est pas seulement très gentil, Yvon, c'est aussi ce que vous déclenchez. Ça veut dire que vous êtes capable de susciter de la sympathie. C'est pas rien, ça. Vous voyez, parce que c'est ce que je disais, vous pourriez être enfermé dans une plainte et au bout d'un moment, parfois, ça irrite un peu. Or là, vous suscitez beaucoup de sympathie. Donc ça déjà, c'est une qualité, parce que vous l'avez ça en vous. Ça donne envie de vous connaître. Donc cette qualité-là, je vous assure, elle sera précieuse aussi dans vos relations avec les femmes. Alors après, le fait de ne pas avoir eu encore de relations amoureuses, il faut une première fois, c'est clair. Évidemment, on va pas se voiler la face que c'est plus compliqué à 30 ans qu'à 18. Mais vous savez, là aussi, tout dépend du contexte. Ça peut se dire, ne pas se dire, et à un moment, ça peut se dire voilà, je n'ai pas encore, j'ai pas fait l'amour. Et vous pouvez tomber sur une femme qui peut être très touchée par ça, parce que par votre histoire et par votre parcours, hein. Vous voyez, sans que ça soit, c'est pas insurmontable. Il faut toujours une première fois. Je dois vous avouer, il m'a fallu beaucoup de courage pour vous le dire ce soir. Oui, mais alors que, je veux dire, ça n'a rien de honteux.
Ça n'enlève rien à ce que vous êtes. On a tous eu une première fois, Yvon, hein. Alors, il y en a, c'est à... Vous allez me dire, à 30 ans, c'est plus que Tanguy, là. Ah non, mais c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Mais Tanguy, d'abord, c'est pas ça, c'est pas... vous savez, on peut avoir... Il y a des personnes qui ont des relations sexuelles très tôt, ça veut pas dire pour autant qu'elles sont très matures, hein. La maturité, c'est autre chose. Il y a des personnes qui ont leur premier rapport sexuel à 14 ans, d'autres à 18, d'autres à 30, d'autres à 40, d'autres à 50. Bon, chacun, c'est le fruit d'une histoire, c'est le fruit d'un cheminement personnel. C'est pas une compétition non plus. Vous voyez? Et ça n'enlève rien à ce que vous êtes encore, hein. Et comme le dit Marie-Claude, vous êtes quelqu'un de bien. Voilà. C'est gentil à elle. Écoutez, Yvon, oui. Je voulais revenir au message de Petite Plume, là. Oui. Qui disait de pas m'identifier aux autres, son premier message. Oui. Mais, moi, c'est ce que j'aimerais faire, mais dans mon inconscient ou mon subconscient, hein, comme vous voudrez, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Quand je vois un couple qui se tient la main sur le trottoir, ça me fait quelque chose. Oui, mais ça c'est normal, parce que c'est ce à quoi vous aspirez. Voilà, c'est ce que j'aspire. Ça c'est différent, c'est ce à quoi vous aspirez. Hein, quand j'exerce tous les jours dans mon car et que je vois ça tout le temps, oui. C'est très ça vous renvoie à ce qui vous manque. Mais ça va venir. Ça va venir et peut-être plus vite que vous ne le pensez. Allez dialoguer sur Internet. Je pense que vous seriez plus à l'aise déjà par écrit. D'accord, mais je voulais vous demander, Caroline. Allô? Oui. Est-ce que vous connaissez est-ce que vous pourriez me transmettre des sites Internet où on peut discuter avec... je suis pas une pro d'Internet, moi. Hein. Non, mais ou le standard ou... Des sites Internet, je regarde Quentin, je sais pas, on va voir, de toute façon, hors antenne, on va regarder, on va regarder déjà, on va vous donner les coordonnées. On va vous donner les coordonnées de Gérard et de Catherine. Donc ne raccrochez pas. Et puis il y a les sites évidemment très connus, mais il y a les sites où on peut peut-être dialoguer. J'aurais bien aimé ces sites où pour ceux qui justement n'avaient pas encore eu peut-être de rapport sexuel, vous verriez déjà que vous ne seriez pas seul. C'est ça que je voulais vous demander particulièrement. Donc, on va faire une recherche et on vous transmettra. Parce que c'est pas ceux qui se revendiquent comme asexuels et tout ça, c'est pas du tout ça, c'est ceux qui comme vous ont soit eu un premier rapport sexuel un peu sur le tard ou voyez, mais que c'était pas une question forcément de choix, ça s'est fait comme ça de par leur histoire. Alors je sais que ça existe, mais j'ai aucune idée du site. On va faire une recherche et on va essayer de trouver. On va essayer de trouver. De toute façon, ne raccrochez pas, on va déjà vous transmettre les coordonnées d'auditeurs qui souhaitent rentrer en contact avec vous. Merci Yvon, et gardez confiance. Merci d'avoir recueilli mon témoignage ce soir, c'est très gentil. Mais je vous en prie, c'était très intéressant de vous entendre. Merci. Ne raccrochez pas Yvon, je vous embrasse, au revoir. D'accord, au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 34 centimes la minute. The Servant Orchestra, des mails encore qui arrivent pour Yvon. Christophe qui dit: je tiens à donner beaucoup d'espoir à Yvon. J'ai 42 ans, j'ai pesé 110 kilos à une époque. Après beaucoup de volonté, j'ai perdu 30 kilos et eu ensuite envie de m'occuper de moi, ce qui m'a redonné totalement confiance en moi. Aujourd'hui, je suis devenu séducteur et ce sont les femmes qui viennent à moi. Cela m'a permis de reprendre confiance en moi et ça se voit dans les yeux des autres. Alors courage Yvon. Michel nous dit, une femme, j'ai perdu 25 kilos, je suis grande et maintenant mince. À 59 ans, on dit que j'en parais largement 10 de moins, mais le vrai poids à perdre, c'est celui du passé, et ça, c'est une autre histoire. Michel nous dit qu'il existe des forums et des associations qui pourraient aider Yvon à se reconstruire physiquement et psychologiquement. Courage, la victoire sera belle. Peut-être, Michel, vous pourriez nous appeler, ou on va essayer
Si vous avez des adresses de forums ou d'associations, ça serait bien qu'on puisse les communiquer à Yvon. Frédéric dit Yvon est très émouvant, on sent sa souffrance, mais aussi beaucoup d'intelligence, de générosité et de volonté dans son discours. J'ai l'impression qu'il devrait d'abord essayer de trouver un emploi où il se sentirait bien. La vie lui apportera forcément le bonheur qu'il mérite. Et puis Tabenka dit il doit être fatigué moralement de tout ce qu'il a donné pour arriver à changer de vie. Il faut garder espoir, prendre confiance car tout se ressent et qu'il se donne du temps pour rencontrer quelqu'un, qu'il s'apaise et bravo pour son courage. Et on accueille tout de suite Pascal. Bonsoir Pascal. Oui, bonsoir. Bonsoir. Caroline. Bonsoir. Je tenais déjà à vous remercier de m'accueillir sur votre antenne. Je vous en prie. Et puis également remercier votre standardiste Quentin qui est quelqu'un de très 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 gentil et très. Merci pour lui. Voilà. Juste une chose avant d'exposer mon cas, j'ai entendu l'auditeur précédent qui est Yvon. J'ai un site que j'ai connu il y a quelque temps, je ne sais pas si je peux le donner les coordonnées à l'antenne, mais c'est un site où il y a effectivement un forum, où il y a tant des hommes que des femmes qui cherchent alors des rencontres sérieuses, parce que je pense que c'est plutôt ça qu'il lui faut. Et voilà, c'est pour vous faire part de cette information. Hors antenne, vous pourrez nous le laisser parce qu'on fait pas de publicité à l'antenne pour des sites, mais bien volontiers hors antenne, Pascal. Merci. C'est pour ça que j'ai pas voulu l'annoncer sur l'antenne. Oui, je vous remercie. Non, on fait pas de publicité pour les sites, mais hors antenne volontiers, on pourra transmettre. Juste une chose, je voulais préciser que ce site est gratuit. Voilà, c'est juste que en plus. Donc ça, c'est important. Oui. Voilà. Oui, donc je vous appelais parce que j'avais besoin d'un peu d'éclaircissement. Je suis un peu déboussolé et je cherchais un peu conseil. Je veux pas me plaindre sur mon sort. Il y a des gens beaucoup plus malheureux que moi. Non, mais je vous en prie, vous avez une situation pour ça aussi. J'ai une situation affective qui me perturbe et je voudrais arriver à comprendre quoi. Mais je vous écoute. J'ai du mal des fois à comprendre l'attitude des femmes, donc voilà. Mais je vous écoute. En deux mots, je vais résumer très rapidement mon parcours. J'ai 45 ans, j'ai été marié pendant 17 ans. J'ai divorcé en l'an 2000, j'ai pendant 3 ans eu des rencontres par-ci par-là, et en 2003 j'ai fait la connaissance d'une femme qui avait 22 ans de plus que moi. Je tiens à préciser tout de suite que c'était pas la maman que je recherchais, ce que de nombreux psychiatres peuvent penser, c'était pas du tout ça. Je pense que je recherchais plus sa maturité, son écoute et sa féminité, sa joie de vivre, et puis en même temps c'est quelqu'un qui je ne vais pas faire de publicité ni entrer trop dans les détails, qui tenait un magasin et qui gravitait dans un milieu un peu show business, et peut-être que ça m'a un petit peu aussi attiré. Enfin, il y a un ensemble de choses, voilà, qui ont fait que sa personne, c'est sa façon d'être, ainsi de suite. Et donc, cette relation a perduré pendant 6 années. Et on n'habitait pas ensemble, on était chacun chez soi. On a eu, comme dans tout couple, quelques clashs, et j'en viens à l'essentiel. Depuis le mois de juillet, depuis le début du mois de juillet, je n'ai plus aucun contact avec elle. Elle refuse obstinément de me prendre au téléphone. Je n'arrive plus à avoir le moindre contact, et je précise que cette femme est une personne qui fonctionne avec, on va dire, des tiroirs. Le premier étant son cercle familial, le second étant son cercle amical, et j'arrivais bien après. Mais bon, voilà. Elle cloisonne beaucoup. Elle cloisonne beaucoup. J'ai beaucoup souffert de ça pendant 6 ans, mais bon, Vous êtes restés 6 ans ensemble. Oui, tout à fait. Oui. Et on fait la somme des qualités, on fait la somme des défauts, et tant que la somme des qualités l'emporte sur les défauts, voilà, on s'en accommode. Oui. Très, très proche de son fils, avec des mots gentils, et quasiment jamais pour moi.
mots gentils. Donc, encore une fois, je veux pas faire de... Je suis pas quelqu'un de jaloux, mais bon, c'est des choses qui font un peu souffrir, quoi, qui bousculent. Oui. Et puis j'en arrive au dernier clash en date, début du mois de juillet. Alors vous savez ce que je vous propose, Pascal, parce que pour qu'on se donne un peu plus le temps, parce que sinon je vais devoir vous bousculer. D'autant que j'ai de la musique à passer là avant la fin de l'émission, donc je veux pas que vous bousculez, que vous m'exposiez ça en 1 minute, parce que ça n'aurait pas de sens. Ce que je vous propose, c'est que l'on se rappelle. Alors, je ne sais pas si vous êtes là demain. Si. C'est possible pour vous demain? Oui, tout à fait. Oui. Alors, je suis désolée de vous interrompre, mais parce que sinon là, il va nous rester. Voyez, il est 57. On va devoir faire tout en vitesse. Je préfère qu'on prenne le temps, que vous m'exposiez ce clash, comment ça s'est passé. Alors, ne raccrochez pas. Vous allez voir avec Quentin à quel moment on peut vous rappeler demain, et comme ça, vous m'expliquerez qu'est-ce qui s'est passé pendant ce clash, et puis voir un petit peu peut-être comment vous pouvez réagir, ou on prendra le temps d'en parler ensemble. Il y a déjà une demande qui arrive pour vous de quelqu'un au sujet du site internet, donc si vous pouvez le donner à Quentin, et puis on voit quand est-ce qu'on peut se parler demain. D'accord ? Tout à fait, il n'y a aucun souci. Je vous dis à demain, Pascal. Je vous remercie pour votre accueil. Merci, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Europe 1, Caroline Dublanche. Icar, Alison, je vous souhaite une très belle nuit, faites de jolis rêves, et je vous dis à demain. Il est maintenant 1h, vous écoutez Europe 1, place aux informations avec Pierre Courade. Bonsoir Pierre.